Bonjour et bienvenue pour la 9e édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème, la première de la rentrée. Aujourd'hui, nous irons à Prague, en Israël, dans le 13e arrondissement de Paris, et puis aussi un peu partout dans le monde finalement. Et nous parlerons de vérité et de mensonges avec nos invités Zerouya Chalev, Agnès de Sarthe et Olivier Ben-Yahia. Mais pour commencer, j'aimerais citer une phrase qui figure en épigraphe du livre d'Olivier Ben-Yahia, un livre qui s'intitule « Une bête se nourrissant d'elle-même ». Et c'est une phrase de Thomas Bernhardt qui figure au tout début et qui dit « Au bout du compte, ce qui importe seulement, c'est la part de vérité dans le mensonge ». Dans ce livre, dont on va parler en détail aussi, bien sûr, qu'est-ce qui relève de la vérité, de l'imagination ou du pur mensonge? Dans la mesure où le livre part d'une rumeur sur laquelle j'étais tombé il y a une quinzaine d'années. Une vraie rumeur? Une vraie rumeur sur une vraie personne qui était une personne assez importante. Et que ce qui m'intéressait dans cette rumeur, c'est pas tant de savoir si elle est fondée ou pas fondée, parce que au regard de ce sur quoi elle porte, à mes yeux, ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, ce que je trouvais passionnant, c'est de savoir si ce que ça impliquait pour la personne qui est l'objet de cette rumeur, si cette rumeur est fondée, de savoir ce que ça impliquait en termes de comment on porte pendant toute une vie de manière plus que publique, de manière quand ça agit sur l'histoire, quand les paroles en plus ont une influence sur l'histoire, ce qui était le cas de cette personne, la grande histoire, comment on fait la part de ce qui est nécessaire dans le mensonge, comment on fait la part de ce qui détermine pour soi-même ce qu'est la vérité ou pas. Donc c'est vraiment une histoire de choix. Et vous, Agnès de Sarthe, dans votre livre « Le château des rentiers », qui paraît donc aux éditions de l'Olivier, quelle est la part du mensonge et de la vérité? Je crois que la phrase qui pourrait répondre à votre question, elle est contenue dans le livre. C'est un peu au début où je me souviens et je dis « j'écris ». Quand j'écris, je me souviens de tout. Je fais semblant de me souvenir de tout. C'est exactement la même chose. Parce que quand on raconte un souvenir ou quand on raconte une histoire, même si elle est vraie, le fait de la raconter l'altère. Parce qu'on va pas exactement, on n'a jamais le temps de tout dire, on va choisir certains éléments. Ou quand on se souvient, bien souvent, on a un motif, mais on n'a pas le souvenir de ce qu'il y avait 13 secondes avant le motif qui nous apparaît, ni 13 secondes après. Donc il est prélevé, notre mémoire l'a prélevé. Et ça, c'est déjà une fabrique de fiction. Donc même ce qui est vrai, je ne sais pas ce que c'est le vrai finalement. À partir du moment où ça sort de la bouche de quelqu'un, où ça sort d'un ordinateur, d'un stylo, c'est foutu, c'est déjà de la fiction. Alors vous écrivez à destination de deux publics, les adultes et les enfants. Vous êtes un auteur jeunesse, comme on dit, mais aussi, évidemment, un auteur, j'allais dire vieillesse, mais on va y revenir. Jamais autant que cette année. Jamais autant que dans ce livre, en tout cas, Le Château des Rentiers, qui est un livre magnifique et qui est l'un des livres dont on parle dans la rentrée littéraire. Est-ce que le rapport à la vérité et au mensonge est le même quand on s'adresse aux adultes et aux enfants? Est-ce qu'on écrit de la même manière? Moi j'écris de la même manière, j'ai l'impression, en tout cas. J'essaye pas, par exemple, on m'a souvent posé cette question sur le lexique ou sur la complexité de la grammaire, des choses comme ça. Est-ce que je choisis les mots pour être sûr que les enfants les comprennent? Moi j'ai remarqué que beaucoup d'adultes qui lisent ne comprennent pas tous les mots qu'ils lisent et ils s'en plaignent jamais, ils s'en accommodent. Parfois si, parfois ils disent « Oh, j'ai dû chercher dans le dictionnaire ». Mais le contexte Voilà. Et les enfants savent ce que c'est un contexte. Spontanément, ils comprennent très bien. Et ils ont tellement l'habitude aussi de ne pas tout comprendre. Ils l'acceptent parfois mieux que les adultes d'ailleurs. Donc ils font ça à leur sauce et ça n'a jamais posé de problème. C'est pas l'enjeu, il n'est pas sur la vérité ou le mensonge là. Il est sur la confiance qu'on a dans son lecteur. J'ai une confiance immense dans mon lecteur enfant. Moi, je me dis jamais, il est trop bête pour comprendre. Alors, le château des rentiers, ce n'est pas un château. Et il n'y a pas de rentier dedans. Il n'y a pas de rentier non plus. Ça, mais c'est une rue
dans le 13e arrondissement de Paris. Et donc c'est un immeuble mais auquel vous vous intéressez, mais aussi la rue, peut-être même le quartier. Oui. À une époque où il y avait donc beaucoup plus de juifs qu'aujourd'hui. Je pense que les Chinois sont venus aussi de ce côté-là. Mais l'immeuble qui vous intéresse n'est pas n'importe lequel. C'est un immeuble que vous avez connu enfant, puisque c'est celui de vos grands-parents maternels, Boris et Tsila Jean Polski. Jean Polski. Oui. C'est une Madeleine. Est-ce que c'est un moment-lieu? Oui, c'est ça. C'est une tour qui se dresse, qui existe vraiment, elle, dans le 13e arrondissement. Et c'est là que mes grands-parents avaient finalement, au bout d'une vie de microéconomie, réussi à acheter un appartement, petit 2 pièces. Et quand ils l'ont acheté, ils ont eu la bonne idée de proposer à tous leurs amis, une partie de leurs amis en tout cas, qui étaient tous d'anciens Bessarabiens, beaucoup fracassés par la Shoah. De quelle ville? Alors c'était, il y en avait qui étaient de Kiev, il y en avait qui étaient de Kishinev, il y en avait qui étaient de Belti, il y avait plusieurs villes. Et donc c'était une bande d'amis très soudés, et ils ont tous acheté dans le même immeuble des tout petits appartements, ce qui faisait qu'ils ont fabriqué, pour moi, ce que j'appelle, c'était un shtetl vertical, parce que c'était une tour, mais on allait chez les uns, chez les autres, en prenant les ascenseurs. C'est très moderne. C'est un shtetl qui prend de la hauteur. Voilà, c'est ça. Mais finalement, ça devient un phalanstère. Oui, c'est ça qui m'intéresse dans le... Et vous savez, dès le départ, à quoi ça m'a fait penser? Non. Au cimetière de Bagneux parisien, où il y a beaucoup plus qu'un carré israélite, comme on dit, il y a des tombes d'amicales. Oui, mais d'ailleurs, mon grand-père est enterré dans une de ces tombes. Et donc, ils sont avec tous leurs amis. Leurs amis du temps, soit du shtetl, soit de Varsovie, soit de... Et ça, c'est assez typique. Hein. Oui, tout à fait. Je n'ai pas vu ça chez les séfarades, par exemple. Non, parce que c'est une question d'idéologie. C'est qu'il y a une influence très très forte du socialisme. Il y a d'anciens bundistes parmi eux. Oui. Donc ça a imprégné, ça a quand même imprégné ces populations, et ça diffusait aussi dans la façon de vivre, dans les amitiés. Et le fait d'avoir ce projet qui n'était pas un projet prémédité, d'habiter ensemble quand on est âgé, ce qu'ont fait mes grands-parents et leurs amis, moitié par hasard, moitié par volonté, je pense que c'est pas sans lien avec leurs convictions politiques. Ce sont tous des rescapés? C'était des couples, il y avait pas mal de couples recomposés. Mon couple grand maternel, mon grand-père était un homme que ma grand-mère avait épousé après la guerre. Elle avait perdu son mari, lui, il avait perdu sa femme. Il y avait pas mal d'histoires comme ça. Et si c'était pas votre femme ou votre mari, c'était votre frère, votre sœur, enfin... Il n'y avait pas une famille entière, on ne pouvait pas jouer au jeu des 7 familles. Après, c'était un jeu qui ne fonctionnait plus. Ils vous ont beaucoup raconté? Non, pas du tout. Non, c'était pas du tout le... On parlait pas de... C'est pas qu'on n'en parlait pas, comme on dirait. Ah non, il ne faut pas en parler. Mais c'était qu'on parlait d'autre chose. Mais vous n'avez pas questionné? Non. Non. C'était comme s'il n'y avait pas vraiment besoin de mots pour que ce soit présent. C'était là. Quand on a un grand-père qui a été assassiné à Auschwitz, on le sait. C'est au milieu de la pièce. Donc on ne pose pas particulièrement de questions. Et puis il y a une forme aussi de timidité des enfants. Et aussi le fait, je reviens là-dessus, que les enfants sont habitués à ne pas comprendre. Et ont cette patience merveilleuse de dire à un moment ça va s'éclairer, et donc ils attendent que ça s'éclaire. Parfois ça s'éclaire pas, et puis de toute façon moi j'ai tellement peu de mémoire que même s'il m'avait raconté quelque chose je l'aurais oublié, donc c'est pas très grave. Tout ce qu'il y a dans le livre ne reflète jamais des entretiens avec d'autres personnes, par exemple? Même pas dans l'immeuble? C'est une atmosphère. Oui. C'est comme la restitution, mais c'est plus comme si j'avais assisté à une série de concerts de musique. Je vais pas utiliser je vais pas relire la partition au moment d'en parler. Ça va être une
c'est ça. Moi, ça me revient comme une musique, de les entendre parler, de mélanger les langues, le russe, le yiddish, le français. Donc c'est plus comme ça que je le ressens, comme si j'avais assisté à une série de concerts. Et vous y avez assisté. Ah oui. Et vous avez connu leurs amis, Oui. notamment ceux de l'immeuble. Ouais. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de choses, une grande réflexion très juste sur l'incommunicable de la Shoah et en même temps sur l'infiniment transmissible. Oui. C'est l'expression que vous utilisez Oui. dans votre livre. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ou même un oxymore entre les deux? Oui. C'est-à-dire que c'est très contagieux, au sens où quand vous êtes héritier de cette histoire, le mot le dit, héritier, elle vous est transmise sans parole. Parfois, elle est transmise avec parole, mais même s'il n'y a pas de parole, elle est transmise. Donc, elle est là. Mais pour parler de cette histoire, j'écris à un moment, c'est une histoire racontée par des muets à des sourds. Vous dites aussi c'est une expérience. Vous dites l'expérience de la Shoah, mais c'est plus une épreuve qu'une expérience. Enfin, vous dites c'est un des personnages. Oui, je sais. Une épreuve, c'est un jugement sur l'expérience, on va dire. L'expérience, c'est le mot générique, et à l'intérieur d'expérience, il y a des épreuves. Parfois, ce sont des épreuves. Mais je crois que j'utilise le mot expérience. Je le choisis parce que ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était pas l'épreuve, parce que l'épreuve, on ne peut rien en comprendre. La souffrance, ça c'est exactement la chose qui n'est pas transmissible. Et d'ailleurs, les témoins en parlent de ça. Et Primo Levi lui-même dit que les seules personnes qui pourraient en témoigner sont ceux qui sont morts. Ça aussi, c'est un paradoxe. Seuls les morts peuvent en parler. C'est quand même un drôle de truc. Et donc c'est pour ça que je parle de l'expérience, au sens où il y a quand même des éléments qui échappent à l'épreuve et qui dessinent les contours de quelque chose. On le voit dans le récit, dans les récits, dans l'accumulation des récits, ou dans des scènes comme celle où il y a Marceline Loridan et Simone Veil qui sont en conversation. Elles ne parlent pas de l'épreuve quand elles parlent ensemble. Elles parlent de l'expérience, je crois. Vous êtes donc une petite fille de rescapée du côté maternel. Jusqu'à quand la mémoire de la Shoah se transmet, à votre avis? Parce que vous le ressentez, même s'il n'y a pas eu de dialogue sur le sujet, vous le ressentez intimement. Est-ce que vous l'avez transmis à vos enfants? Est-ce que c'est quelque chose qu'on transmet volontairement, ou bien est-ce que c'est quasiment de l'inné? Il y a une partie d'inné et une partie... je pense que c'est comme des vases communicants, c'est-à-dire moins il y aura d'inné, plus il y aura de nécessité de récit. Et c'est une mémoire traumatique? Oui, je ne sais pas si toutes les mêmes... Enfin, oui. Vu l'expérience en question? Bien sûr, mais je ne sais pas si toute mémoire n'est pas traumatique, à vrai dire. C'est pour ça que j'en ai pas, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose que vous transmettez? J'en parle, ah bah oui. Oui, j'en parle, et je trouve ça d'autant plus important d'en parler que y a un vrai sujet autour de cette histoire de qui peut témoigner. Il a été dit par certaines personnes que seules les personnes qui étaient passées par les camps avaient le droit de parler de cette épreuve, de cette expérience. C'est pas seulement une question de droit. Je me rappelle d'une réflexion faite au procès d'Emmanuc, un ancien garde SS. Et à son procès, il y a des anciens rescapés qui ont témoigné. Il y avait un homme qui a dit, tout simplement, ceux qui n'y ont pas été n'y pénétreront jamais, ceux qui ont été n'en sortiront jamais, le camp est hors du monde. Oui, mais si... Donc là, c'est l'option Primo Levi, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de témoignage possible. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de... Pour moi, cet impossible
provoque l'envie que ce soit possible. C'est comme la traduction. Je suis traductrice, traduire c'est impossible. Je le fais quand même. Parler de cette réalité-là, de ces épreuves, si vous voulez les appeler comme ça, c'est impossible. C'est justement parce que c'est impossible qu'il faut le faire. Parce que sinon, c'est trop facile. Ça devient l'histoire racontée par des muets à des sourds. Donc, une fois que tout le monde est mort, qu'il n'y a plus de rescapés, eh ben, on est bien débarrassé, on n'en parle plus. Et comme ça, on est tranquille. Et moi, je ne veux pas qu'on soit tranquille. Ce qui est très frappant dans votre livre, c'est qu'on se demande à chaque fois, mais qu'est-ce que vos grands-parents vous ont laissé en héritage? Est-ce que c'est l'espoir? Oui, l'espoir, je ne sais pas, mais la joie d'être ici. Parce qu'il y a beaucoup de joie. Hein. Ouais. C'est pas un livre triste, non, pas du tout. Non, c'est vraiment la joie de dire, eh ben, on est encore là. Je me réveille le matin, on se l'est dit tout à l'heure avec Zéroya, parce qu'on s'était rencontrés il y a 10 ans ou 15 ans pour la première fois, et on s'est dit, on est encore vivante, c'est super. C'est un drôle de réflexe de se dire ça. Mais voilà, on est peut-être le genre de personnes qui se disent ce genre de choses. Il y a beaucoup de douceur dans votre livre, beaucoup de tendresse, il y a de la joie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer vu le sujet, d'autant que la question qui se pose en permanence, c'est celle du grand âge, de la vieillesse, c'est comment vieillir et avec qui? Vous vous la posez? C'est parti de là? Oui, c'est parti de là. C'est parti du fait de me rendre compte que quand les enfants autour de moi jouaient à « Et toi, en 2050, t'auras quel âge ?» Je me disais « Est-ce que je serai là en 2050 ?» Alors que moi, j'ai joué à ça toute ma vie et de s'envoyer dans le futur, c'est un sport extraordinaire et c'est ce qui nous rend vivants et c'est ce qui nous rend actifs et dynamiques. Et à partir d'un certain âge, on se dit il ne faut pas que je m'envoie trop loin, sinon je vais tomber sur la case « Désolé, vous êtes mort ». Donc, je me disais tiens, comment faire pour quand même continuer à pratiquer l'anticipation joyeuse, vivement que. Comment faire pour que le vivement que fasse encore partie de mon existence, quand le vivement que peut s'assortir du vivement que j'ai ma pierre tombale à Bagneux. Et ça, c'est le lac de vos grands-parents? Oui, parce que pour eux, c'était être en vie, c'était être encore en vie. Alors, je disais, il y a de la douceur, il y a beaucoup de délicatesse dans votre livre, et puis surtout de la légèreté, et ça, c'est quelque chose en tout cas, j'ai retrouvé dans l'ensemble des livres de vous que j'ai lu, le saut de la légèreté. Légèreté dans le bon sens du terme, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut conserver cette qualité, la légèreté, lorsqu'on traite de quelque chose d'aussi sombre que la mémoire familiale transmise par la déportation? Justement, il me semble que c'est la seule façon d'éviter le dialogue de sourds, hein, c'est-à-dire de ne pas. C'est déjà tellement chargé d'ombre que ça devient, les choses deviennent indiscernables si on ne les éclaire pas. Donc la légèreté, elle sert à éclairer et à ce que ce soit, à rendre un discours audible. Donc j'avoue qu'il y a une part de pédagogie dans la légèreté que j'emploie. Si vous le permettez, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par le tout début et la toute fin de votre roman, non pas une page, mais un seul mot, stupeur, qui est le titre de votre roman en français. Et l'explication est à la dernière page du roman. Atara, votre héroïne, elle veut partager avec Rachel, je cite, « la stupeur émue de leur destin semblable ». Est-ce que c'est toute l'histoire de ce roman? Est-ce que c'est la clé du roman? Well, I think the roman has more than one key, but of course it is one of the most important powers that make the plot move, that make the book move. This desire of Atara to meet Rachel, to meet this old woman who used to be the first wife of her father. So Atara is completely obsessed with finding this woman and trying to get close to her and trying to understand her life, her father, maybe even to forgive.
and it makes the story move. This obsession, this desire that starts with Atara, and then it catches Rachel too, and then it makes a lot of unexpected changes in their lives. Son père est en pleine confusion, il est à l'agonie, elle est à côté de lui, et elle découvre finalement qu'il y a eu une autre femme avant, sa Yes. mère, et que cette femme s'appelait Rachel, et qu'elle vit en Israël. Elle ne la connaît pas, elle va la chercher. It's very difficult because Rachel doesn't want any connection with this traumatic, painful past. And for Atara, it comes as a huge surprise. She comes to take care of her father, maybe to say goodbye to him, and he was a very tough father, very difficult father, and he suddenly speaks to her with tenderness, and he tells her how beautiful you are, and he never told her she's beautiful. So, and then she realizes that he's talking to another woman, that he's not talking to her, and this is how she reveals this secret part of his life, and she feels that maybe the key to his life, to her unhappy childhood, maybe it's all hiding there. But it's true, Rachel doesn't want to meet her, and she does everything she can to escape this meeting. And I think that by the end, a lot of things happening in the two families of Rachel and Atara, and some connections will be made between the families. But yes, by the end of the book, I think that those two women that were traumatized by the same man, and maybe we can say the same period in history, they can give a bit of recognition, a bit of hope, of understanding to each other. Votre livre est plein de colère en permanence, mais c'est ça aussi qui lui donne une tension extraordinaire. Merci. Yes, yes, they are full of anger, Atara and also Rachel. It's kind of very old, even historical anger, I can say. But then the stupor, the plia, this is what Atara feels that this is what left for her towards the end of the book. She's not angry anymore. She's not so upset anymore. She can only feel this kind of plia, this kind of stupor towards what has happened to her, towards the future, and towards the nature of life. Because you can feel so many, you can wonder about so many issues, like about those very young people from the Lehi that sacrificed their life so easily, even maybe happily. It's also a kind of stupor. And I think that this emotion is, it's an interesting one, and it's a hopeful one. It's not necessarily optimistic, but when you feel stupor, you're a bit above what was happening to you, and you can feel again this curiosity about the future, about interpreting the past, interpreting the present. I think that the stupor in this chaotic world of us, I think that stupor is an emotion that can move us forward. Alors, votre héroïne, à part Atara, donc c'est Rachel,
Et Rachel, c'est une dame âgée qui a été une combattante de la guerre d'indépendance en 1947-48, mais dans le groupe Lehi, l'Irgun, donc un groupe considéré comme terroriste. Et vous dites, vous, que aujourd'hui encore, les anciens de l'Irgun ou du Lehi sont des gens qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas considérés, qui ont même parfois des problèmes pour trouver du travail, enfin à l'époque, dans les années 60-70, parce qu'ils n'étaient pas des héros du Palmach ou de la Haganah. Yes, yes, of course. Those years, we are talking about how much Israel now is so divided, and it's true, and it is very, very sad, very upsetting. But those years, like more than 75 years ago, we were even more divided because. But today? Than today. It's possible? Actually, yes. Yes, it's hard to believe, but there were those different groups, the Lehi, the Haganah, the Etzel, Palmach, and there were, in some occasions, they were even fighting each other. It was time of great ideas, of great fantasies, and maybe this is why I found myself writing about the Lehi. I didn't plan it. My writing is really not planned, and this character of Rachel just came to me, and she knocked on the doors of my heart, and she asked me to enter the book, and I told her, I don't want you go to someone else's book because you're too fanatic, you're too right-wing, you're too extremist. I don't really like people like you, and you're so different from me. How can I identify with you? But she insisted on staying in, because she in this book. She remained extremist. Yes. She used to be when she was 20 or Yes. 25 Yes. at the time, but she is still extremist. She's still, but I think that during the time of writing, I wrote this book for almost 6 years, I felt that slowly I managed to soften her a bit and to give her, I mean, she becomes more critical towards the Lehi, towards the settlements, towards this move of history. But it was really difficult to convince her and to make her able to change. And I'm always looking for change in literature, an inner process that people can be more dynamic. And I hope I managed to do it with Rachel, with Rachel. But yes, this group of Lehi, I found it fascinating. First of all, from the literary point of view, because they were extremists, they were dreamers, they were, most of them were very intellectual, they were influenced by groups, revolutionary groups in Europe. Some of them were even communists. Mm-hmm. They were not one piece. They were very different from each other. And the population of Israel at that time hated them, and they were like completely excluded. They were treated like dogs. Until when? Many years later, they couldn't get governmental jobs. Only 30 years later, around the 80s, maybe 85, when Yitzhak Shamir became the prime minister, and he was one of them at the beginning. Quelque part dans votre livre, vous dites une telle amitié n'aurait pas été possible à Jérusalem. Vous vivez à Haïfa. Qu'est-ce qui est possible à Haïfa dans les rapports entre les gens et qui n'est pas possible à Jérusalem? Yes, it's
those cities are completely different. And I moved after 40 years in Jerusalem. I moved to Haifa, and it's. I still miss Jerusalem on the one hand, but on the other hand, I feel very happy, very privileged to live in a city where Jews and Arabs get equal chances, equal rights, and they can live together in a beautiful coexistence. And it's the first time I experienced it in Israel, and it's like the ideal Israel. I hope it will spread to other cities. So yes, when you live in a city where you don't really care anymore who is a Jew, who is Arab, then friendships can be made so easily. And in Jerusalem, they don't get along together so easily. They are like different groups. And in Haifa, it's so much more like mixed. Je repense à ce que vous écrivez plusieurs fois dans votre roman et à ce que vous disiez sur les anciens du Lehi et de l'Irgun, mais tout de même, l'un des anciens les plus connus, d'abord il y avait Yitzhak Shamir qui a été Premier ministre, et puis Menachem Begin a été Premier ministre. On n'imagine pas que la gloire ne les ait pas touchés, bien qu'ils aient été des anciens de groupes terroristes. Yes. 30 years later, things started to be different. But the time that I'm writing about, first of all the 47, 48, and then I mean, they felt so excluded. They felt they felt that they gave their lives and they got like shame and hatred. And I don't want to judge them. On the one hand, I don't want to defend them. On the other hand, I don't think this is the role of literature. I was interested in this special, strange condition of those people who truly believed at that time. Now it sounds really absurd, but they really believed that if the British will leave Israel, it will be easier and possible to live with the Arabs. They were anti-imperialists, so they thought that the Arabs can help them to get the British out of Israel and to be able to live together like there was something very socialistic about this anti-imperialism struggle. And you know, now when we look back, it really seemed to be very naive and strange, but somehow writing about it, learning about it, it gave me a feeling of you know, so many ideas, so many fantasies, so many hopes, so many mistakes, and we are still almost stuck in the same conflict. Vous donnez en tout cas une belle idée de votre livre parce que c'est un livre qui réussit admirablement à tresser l'intime et le collectif, l'histoire collective d'Israël. Yes, I think it's my most political novel. Yes. There were, for many years, I tried to keep the Israeli reality away from my books. I felt it can swallow my books. It is so aggressive and so loud, and I was more interested in nuances and in the human condition, human soul, inner world. I felt like I don't know what to do with this. Votre colère est aussi politique. So in the last, I think that as I
getting older, I become more and more political, more and more involved. I'm very involved in the demonstrations. And mainly right now? Yes, of course. I spoke in a few demonstrations, and I will speak more in the end of September. In Haifa or in Tel Aviv? I spoke once in Tel Aviv and Rehov Kaplan? It was in Habima at the beginning. It was one of the first demonstrations. And then in Haifa, in Chorev, there were like 50,000 people. It was one of the biggest demonstrations, and it was really amazing to speak there and to feel the power of the people and the power of democracy. Zerouia Shalev, vous êtes né dans un kibbutz en Israël. Est-ce que vous avez jamais pensé, depuis un an ou deux, à quitter Israël comme d'autres? Yes, in the last months, years, people in Israel are considering relocation, and I can understand them on the one hand, but I don't think I can join them. On the other hand, I really feel obliged to stay and to fight for the democratic values and for human rights. I don't think I can fight from abroad. So I'm staying, and you can visit me. Ok, thank you. Alors, Olivier Ben Yahya, Une bête se nourrissant d'elle-même, qui paraît aux éditions Exil. Alors, c'est un livre extrêmement original. J'ai des livres, je n'ai pas dit roman ou récit. C'est une fiction? C'est une fiction en partie. Mais c'est une fiction qui est, en tout cas un livre, fait de beaucoup de livres. C'est une fiction qui est effectivement faite de beaucoup de livres, mais parce que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment la forme roman. C'est-à-dire que raconter des histoires, c'est une chose, il y en a qui le font très bien, et puis ça donne... Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment la structure roman et ce que ça permet d'incorporer comme un objet, comme un matériau. Donc effectivement, ça partait d'une rumeur. C'est une rumeur dans laquelle les livres ont une importance, dans laquelle l'écrit a une importance fondamentale, et c'est pas anecdotique. Et à partir de là, comme c'est un projet qui s'est tramé sur une quinzaine d'années, dans lequel il y a déjà 2 livres précédents qui sont réintégrés en partie dans celui-là. On peut lire celui-là? Absolument, c'était pensé comme ça. Je savais absolument pas où j'allais en démarrant il y a 15 ans. Ce que je savais en revanche, c'était que chaque livre devait être totalement autonome et indépendant, mais avec une filiation. Mais alors cette rumeur, quelle est-elle? Cette rumeur, elle concerne... Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas avoir... Le nom n'apparaît jamais, précisément parce que ma surprise, et ce qui confirme un petit peu le propos du livre, c'est que des gens qui à un moment sont fondamentaux dans l'histoire, fondamentaux de par l'aura qu'ils ont. 15 ans après, c'est assez intéressant par exemple que personne, ou très très peu de gens, personne en réalité ne voit la personne dont il est question. Ça m'intéresse, j'en suis très content. Mais ça dit aussi à quel point des visages, des paroles, les choses sont... On parle de quelqu'un qui était très 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 important. C'est pas par coquetterie que je donne pas le nom, c'est parce que je trouve que c'est pas déterminant et puis parce que voilà, c'est pas... Vous parlez du vrai nom? Je parle du vrai nom. Mais tous les noms là-dedans sont liés à l'anecdote, sont liés à la rumeur, donc tout est... Pour quelqu'un qui voudrait creuser, il y aurait... tous les éléments sont là-dedans. Et cette dimension-là, aussi de quête, de recherche, pour moi, elle est fondamentale dans l'objet livre. Vous n'avez pas dit que dit la rumeur? La rumeur, un livre aurait été écrit, un livre qui était témoignage, qui est déterminant en tant que témoignage historique dans les années 50, et ce livre-là aurait ou n'aurait pas été écrit par la personne qui en a revendiqué la paternité officielle. Voilà, ça c'est la rumeur. Peu importe, à mes yeux, encore une fois, j'insiste, c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec l'éditeur, c'est savoir ce que moi j'en pensais, parce qu'il y a un rapport là-dedans à comment on peut défendre son propre travail. Moi, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a eu, de toute manière, les éléments autour duquel tourne la rumeur. Ils existent, il y a eu l'extermination, il y a eu la Shoah, il y a eu les camps. Donc, tout ce qui gravite autour... Car il faut le préciser tout de même, l'auteur en question est censé raconter. C'est un témoignage, c'est supposé raconter un témoignage sur ce qu'il a vécu en tant qu'adolescent dans les camps. Voilà, donc le livre est devenu emblématique. Mais donc, à travers ça, c'est quand même l'histoire d'une imposture.
C'est l'histoire d'une imposture, mais c'est surtout l'histoire de qu'est-ce qui est nécessaire. À quel moment les impostures peuvent être nécessaires au sens le plus éthique du mot. Et c'est là que ça devient très compliqué. Et puis comment on porte soi-même une imposture, si tant est que ce soit fondé, et comment une imposture est susceptible de permettre une écriture de l'histoire qui soit plus juste et qui soit plus nécessaire à un instant T, sachant que le problème dans ce genre de plaisanterie, c'est que ce qui est juste pour Pierre n'est pas nécessairement pour Paul, et que si vous autorisez quelqu'un à... Donc c'est là que c'est extrêmement complexe. C'est là que c'est extrêmement complexe. C'est fait, on l'a dit, donc il y a beaucoup de sources qui sont à la fin. Oui, oui. C'est fait de livres, d'emprunts. Oui, c'est fait d'emprunts. Oui, oui. Il y a un côté montage, collage. Est-ce qu'il y a beaucoup d'italique? Ce qui est en italique, c'est ce qui a été emprunté? Non, c'est ce qui est écrit en introduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre la typo et l'idée d'emprunt. C'est drôle parce que, évidemment, le livre est écrit en français. Stylistiquement, c'est très intéressant. La forme est très originale. Elle est troublante, parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des photos. Pourquoi des photos? Parce que déjà, il faut voir un truc, c'est que moi, je viens, entre guillemets, d'une littérature qui n'est pas du tout la littérature, entre guillemets, française, contemporaine. Les auteurs qui m'ont donné envie ou qui me nourrissent sont souvent des auteurs soit très contemporains, soit des gens plus classiques, mais en tout cas des gens qui sont souvent dans la recherche formelle. Ça peut être raté, ça peut être réussi, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc, pour moi, intégrer des photos, c'est presque complètement naturel. C'est pas une espèce de gimmick ou c'est complètement naturel. Il arrive un moment où il y a besoin d'une respiration. Et la respiration appelle, pour moi, des photos. Donc, je suppose que si l'excipit, toute dernière phrase de votre livre, est en hébreu, oui, non traduit. Traduit auparavant dans le livre. Traduit auparavant, fois. Mais là, à cet instant-là, c'est pas traduit. C'est volontaire. Vous pouvez lire la phrase? Je vais pas le lire en hébreu parce que je parle trop mal hébreu, mais en tout cas, la phrase est traduite par « Et le monde continuera selon sa nature ». Alors. Maybe I can. Yes, you can say it. Ce qui va être drôle, c'est que... Can you read it? The last one. The last sentence. Sachant que c'est une traduction... phonétique. Ouais, phonétique. El olam keminhago holech. Beautiful. C'est-à-dire? Et le monde continuera selon sa nature. Vous citez vous-même? Oui, c'est une phrase, c'est un extrait de Maïmonide. Il y en a d'autres. Donc oui, c'est pas. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Des psaumes. Oui, parce que s'il y a un seul truc qui m'intéresse dans la dimension juive, moi, les histoires de entre guillemets Shoah, la mémoire, tout ça, c'est nécessaire, mais c'est pas mon créneau. Ce qui m'intéresse, c'est l'ultra contemporain. Vraiment, chacun son. Et il y a là-dedans, dans cet héritage juif que moi j'associe à temporalité très large et langage, quelque chose comme ça qui permet de sortir du temps présent. Et c'est cette phrase-là, pour moi, elle est importante. Donc il fallait qu'elle soit en hébreu. Elle est en français à un moment, parce qu'il y a plusieurs narrateurs et qu'il y a différents degrés de... Ouais. Mais à ce moment-là, il fallait qu'elle soit en hébreu. Pour finir. Oui, complètement. C'est une mise en abîme permanente, ce roman. Oui. Enfin, ce livre. Non, c'est un roman. Ouais, je sais plus. C'est un roman, mais parce que ce qui rend peut-être le truc difficile, c'est que ce qui m'intéresse, ce serait de mélanger des choses et des genres qui, a priori, ne sont pas, en tout cas dans ce que je lis la plupart du temps, c'est pour ça que ça donne une espèce d'objet un peu hybride. Quelqu'un qui pourrait mélanger, moi, Milner et Hubert Selby, je trouverais ça complètement dingue. Voilà le genre de démarche auquel on arrive ou on n'arrive pas qualitativement, mais en tout cas, c'est le genre de démarche qui m'intéresse. Mais en général, quand un écrivain baptise l'un de ses personnages K, évidemment, on pense à Kafka et au cas de Kafka. Vous permettez un W. Ouais. Comment ne pas penser à Pérec? C'est d'ailleurs... il n'y a pas moyen de ne pas y penser. Il n'y a aucun moyen, mais c'est un roman sur les traces. Donc il n'y a aucun moyen de faire abstraction du W de Pérec, mais le W, c'est aussi l'agent double dans le langage de l'espionnage. Et donc, plus encore que le Pérec, pour moi, c'est l'idée d'agent double. J'aimerais pouvoir créer une forme de curiosité ou quelque chose qui relève d'une forme de jubilation, même si c'est sombre, même si c'est pas forcément le bouquin le plus plage du monde, quoi. Une bête se nourrissant d'elle-même, la bête en question, on ne peut pas ne pas penser là à Brecht,
Ouais, mais moi, pas du tout. Oui, mais peut-être vous, Agnès. Oui, oui, complètement. C'est-à-dire, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Oui, oui. Pour moi, c'était évident tout de suite. Mais finalement, c'est plutôt l'autonomie du récit. Exactement, c'est uniquement ça. Et la bête de Brecht fait partie du récit, mais pas dans mon intention, mais elle fait partie du récit avec un grand R. Et effectivement, il y a de fortes chances pour qu'elle se régénère tranquillement, mais c'est pas... C'est les conditions de régénération qui, moi, m'intéressent, à travers le récit. C'est pas... Et l'histoire continuera selon sa nature. En tout cas, c'est assez fascinant parce qu'on est emporté par une mise en abîme qui elle-même se laisse emporter par une autre mise en abîme. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, une autre mise en abîme, en permanence. Et il y a un côté vertigineux. Quand on vous lit, heureusement, il ne fait pas 400 pages. Hein. Mais c'est vraiment délibéré, parce que 400 pages, ce serait impossible. J'aurais pas tenu. Je pense qu'il y a 4 ans de boulot qui consistent à faire en sorte qu'il n'y ait que 200 pages. Oui, donc, mais il a la bonne longueur. Merci beaucoup. Et vous avez trouvé la note juste, parce que c'est exactement ce qu'il faut pour dire ce que vous aviez à dire. Merci beaucoup. Mais c'est évidemment un livre qui tranche complètement avec tout ce qu'on peut lire dans la rentrée littéraire. Alors, moi j'ai 2 coups de cœur, parce que les 5 livres, c'est 5 livres, là il y en a 3. Un livre de Jiří Veil, Vivre avec une étoile, aux éditions de Noël. Bon, Jiří Veil est peu connu en France, hein, il est né en 1900 et mort en 1959. Il était traducteur du russe, il était tchèque, et il vivait à Prague. Et bon, évidemment, il y a dans l'histoire qu'il raconte, qui est son grand livre, hein, Vivre avec une étoile, c'est son histoire, c'est-à-dire l'histoire d'un juif à Prague, quand les Allemands vont occuper la Tchécoslovaquie, et qui décide de se suicider officiellement, tout en vivant caché dans Prague. Et c'est assez fascinant, parce qu'il raconte, ce qui est raconté là, c'est quelque chose d'autant plus universel que rien n'est nommé. Même Prague n'est pas nommé, les personnages ne sont pas nommés, les Allemands ne sont pas nommés allemands, etc. Mais on y est. Je pense que c'est un livre qui devrait vous attirer, vous faire quelque chose. Et il y a une préface de Philip Roth, quand même, c'est pas mal, hein, qui dit à quel point ce livre l'a marqué. Et ça, je peux le comprendre parce qu'on retrouve des... Alors, Jiří Veil, moi je serais bien aimé le connaître parce qu'il a écrit un autre livre qui l'a fait beaucoup connaître. Parce que là, c'est l'histoire d'une attente, hein, en fait. Ce juif pragois, c'est-à-dire lui, il sait qu'il est condamné, il sait qu'il va être déporté, et il attend. Mais il attend caché, évidemment. Donc c'est l'histoire de cette attente. Et progressivement, il voit l'espace se réduire, parce que, évidemment, les Allemands sont de plus en plus proches. Et il a le sentiment de devenir, à la fin, totalement étranger chez lui. Il a écrit un autre livre qui s'intitule, alors je n'ai pas lu, qui s'intitule Mendelssohn est sur le toit. Et j'ai très envie de le lire, parce que le début, je connais que le début, c'est... dans Prague, encore une fois occupée par les nazis, dès qu'ils arrivent, ils donnent l'ordre à un soldat SS de monter sur le toit de l'Académie de musique de Prague, et il y a des statues des grands compositeurs, et de décrocher la statue de Mendelssohn, parce qu'il est juif. Et le problème, c'est que quand le SS est en haut, il ne sait pas du tout à quoi ressemble Mendelssohn, et il se demande lequel décrocher. Et puis il se dit, je vais prendre celui qui a le nez le plus accentué. Il décroche la statue de Wagner et qu'il ramène en bas. Je trouve ça formidable. Bon. Et puis un autre livre, là, très différent, c'est ce qu'on appelle un beau livre. C'est un livre photo, des photos et des textes. Salonique, 1870-1920. C'est un livre de Catherine Pinguet avec des photographies qui sont issues de la collection Pierre de Gigord, qui avait fait une très très belle collection tout à fait unique sur Salonique, les Balkans, la Macédoine et tout ça, avec une préface de Paul Salmona. C'est publié chez CNRS Éditions. Heureusement, la qualité typographique de reproduction est remarquable. Donc les photos sont... le livre leur rend justice, parce qu'elles sont très très bien imprimées. Et puis c'est un livre qui aborde énormément de thèmes différents. Bien sûr, la Salonique juive est très importante, puisque ça a été une grande ville juive avant d'être une grande ville judenfrei, ou Judenreich, hélas, après la déportation de la majorité de la communauté. Mais on voit à quel point cette ville a été un phare cosmopolite,
Ça me fait penser à Alexandrie. C'est un peu le même destin de ces de villes exceptionnelles. Bon, là, il y a eu un incendie aussi qui a détruit la ville. Mais pour la petite histoire, la dernière fois que j'y suis allé il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué que quand les habitants de Salonique vont au marché, ils ne disent pas « je vais au marché ». Ils disent « je vais au Modiano ». Parce que ça s'appelait le marché Modiano au début du XXe siècle. Voilà. Merci à tous les trois, Toda Rabba, d'être venus à cette émission. Et j'invite nos téléspectateurs et auditeurs à se précipiter vers vos livres parce que ce sont vraiment des bons livres, de très bons livres. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.